Ce cours s'inscrit dans le cadre du chapitre d'histoire de première S intitulé « Genèse et affirmation des régimes totalitaires ». Plus précisément, il s'agit de traiter la leçon numéro 2 de ce chapitre intitulée « Comment expliquer l'émergence de régimes totalitaires ». Avant de répondre à cette question, il nous faut tout d'abord rappeler rapidement l'origine et l'histoire de ces régimes totalitaires. Le premier de ces régimes est mis en place lors de la prise de pouvoir des bolcheviks en 1917 par une révolution. Les historiens se demandent cependant si ce régime doit être considéré comme totalitaire dès la prise de pouvoir des bolcheviks en 1917 ou seulement après la prise de pouvoir progressive de Staline au cours des années 1920. Le deuxième régime totalitaire est celui constitué par Benito Mussolini, fondateur du Parti national fasciste, en octobre 1922, à la suite de la marche sur Rome avec des groupes paramilitaires appelés les Chemises Noires. Le roi d'Italie, Victor Emmanuel III, est contraint de le nommer rapidement président du Conseil. Le troisième régime totalitaire envisagé dans ce chapitre est celui mis en place par Hitler à la suite de sa prise de pouvoir en Allemagne en 1933, après les élections législatives où le NSDAP, le Parti national socialiste, a obtenu 37% des suffrages. Tout comme pour Benito Mussolini, cette fois-ci, le président Hindenburg est obligé de nommer Hitler chancelier de l'Allemagne en janvier 1933. L'objectif de cette séance est donc de comprendre comment ces régimes totalitaires ont pu s'imposer dans un laps de temps si court, mais il s'agit également de s'interroger sur l'éventuelle existence d'éléments contingents permettant d'expliquer l'émergence de tels régimes. Les premiers éléments d'explication nous sont apportés par l'historien et politologue israélien Zeev Sternhell. Dans son ouvrage intitulé « Ni droite ni gauche, l'idéologie fasciste en France », sa thèse consiste à expliquer l'émergence des totalitarismes par l'affirmation d'une droite conservatrice née en France dès la fin du XIXe siècle de la rencontre entre un nationalisme anti-républicain et un syndicalisme révolutionnaire. Afin d'appuyer cette thèse, il développe notamment l'affaire Dreyfus de la fin du XIXe siècle, au cours de laquelle cette droite qu'il identifie revendique un pouvoir fort, une société basée sur le holisme et profondément antisémite, xénophobe et nationaliste, soit autant de caractéristiques que l'on retrouve ensuite ancrées dans les programmes des régimes totalitaires. Cette extension du terme fasciste à la droite française est cependant contestée par la majorité des historiens français, tant sur le fond que pour la méthode. Car il donne en effet au fascisme des caractéristiques qui ne lui sont généralement pas associées. D'autres éléments ont donc été avancés pour expliquer l'émergence des régimes totalitaires. C'est notamment le cas de l'historien américain d'origine allemande George Moss, qui, dans son livre intitulé « De la Grande Guerre au totalitarisme, la brutalisation des sociétés européennes », affirme que la Première Guerre mondiale constitue la matrice des totalitarismes. Pour lui, la banalisation de la violence qui aurait caractérisé la Grande Guerre aurait en effet eu des prolongements dans la vie politique en temps de paix, entraînant une radicalisation des discours et des décisions politiques. Pour développer cette thèse, il développe notamment les exemples italiens et allemands, où la guerre aurait entraîné une culture de la violence imprégnant dès le début des années 20 des groupes d'anciens combattants à l'origine des milices fascistes et nazies, c'est-à-dire les chemises noires et les SA-SS. Cette thèse est cependant contestée, notamment par l'évocation de la résistance au totalitarisme des démocraties en France et au Royaume-Uni.
George Moss expliquait cette situation par une plus grande loyauté de ces deux pays envers leurs vétérans et le développement d'un fort courant pacifiste. Mais faute d'être convaincus, d'autres historiens ont proposé de nouveaux éléments d'explication à l'émergence concomitante des régimes totalitaires dans l'entre-deux-guerres. Ernst Nolte est un historien et philosophe allemand. Sa thèse exposée dans l'ouvrage intitulé La guerre civile européenne, publié en 1987, repose sur une mise en perspective chronologique des régimes totalitaires et plus précisément sur l'observation de la mise en place antérieure de la terreur de masse par les bolcheviks avant celle du fascisme et du nazisme. Selon lui, le fascisme et le nazisme seraient donc des réactions au bolchevisme soviétique. Pour appuyer cette thèse, Nolte identifie ce qu'il considère être un noyau rationnel de l'antisémitisme nazi en évoquant le grand nombre de juifs dans le mouvement communiste et l'alliance dénoncée par les nazis des juifs avec les ennemis bolcheviques de l'Allemagne. Cette hypothèse se vérifie notamment par l'affiche du juif éternel déjà évoquée précédemment, qui associe clairement le juif au symbole du communisme, ici le marteau et la faucille, entourés en rouge sur cette diapositive. Un autre exemple repose sur la mise en perspective du système concentrationnaire bolchevique et nazi, où les camps du Goulag ont préexisté aux camps de concentration nazis. Mais cette thèse a également suscité de nombreuses polémiques à la fin des années 1980, retrouvées sous le terme d'Historikerstreit, la querelle des historiens. Ces historiens, et notamment le français François Furet, ont reproché à Ernst Nolte de disculper partiellement par cette théorie le nazisme de ses responsabilités. Pour conclure et répondre à notre problématique de départ, comment expliquer l'émergence de régimes totalitaires, nous pouvons affirmer que plusieurs thèses ont été proposées par les historiens. Tout d'abord, celle de Zeev Erstein qui propose d'expliquer l'origine des régimes totalitaires par l'affirmation d'une droite conservatrice née en France à la fin du XIXe siècle et qui développe de nombreux aspects qui seront ensuite repris par les totalitarismes tels que l'antiparlementarisme et l'antisémitisme. Ensuite, celle de George Moss qui considère que la banalisation de la violence pendant la Première Guerre mondiale a eu des conséquences politiques et sociales conduisant à une forme de brutalisation des sociétés européennes. Enfin, celle d'Ernst Nolte qui considère que la préexistence du bolchevisme a entraîné une réaction d'opposition extrême d'autres régimes qui ont dérivé eux aussi vers une forme totalitaire. Comme souvent en histoire, aucune de ces thèses ne permet d'apporter une réponse complète et satisfaisante à notre problématique. Au contraire, on doit plutôt considérer que c'est l'ensemble de ces théories qui permet de mieux comprendre un phénomène complexe et que l'on ne saurait expliquer par une seule cause. De plus, toutes ces explications omettent un aspect pourtant essentiel, à savoir une situation économique et sociale très compliquée dans l'entre-deux-guerres, aggravée par le krach boursier d'octobre 1929 et qui a introduit la plus grande crise du XXe siècle et qui pousse des millions d'individus au chômage à envisager toutes les solutions pouvant améliorer la situation économique, y compris les plus extrêmes.